matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis donc très heureuse de recevoir Xavier Poussard. Bonjour Xavier Poussard. Bonjour Clémence, bonjour Régis, bonjour à tous. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste d'enquête, rédacteur de La Lettre de Xavier Poussard. On va revenir sur ce sujet. Et vous avez publié votre enquête sur Brigitte Macron, Devenir Brigitte, notamment avec Candace Owens, sur laquelle on va revenir dans quelques instants. Vous vouliez peut-être dire un petit mot sur la lettre de Xavier Poussard? Oui. Alors non, simplement, j'avais comme mon livre Devenir Brigitte n'a effectivement pas pu faire l'objet de poursuites pour diffamation. Disons que j'ai donc pour relancer une publication, simplement pour publier des enquêtes au long cours et non pas simplement des tweets. Donc j'ai créé une société en France pour éditer simplement cette lettre. Or, au premier numéro de la lettre, mon compte en banque a été fermé. Au deuxième numéro de la lettre, on m'a appris que la Poste ne pouvait pas l'envoyer, alors qu'elle avait pu envoyer le premier numéro. Finalement, quand j'ai pu envoyer le deuxième numéro, j'ai reçu un courrier du fisc, tout simplement. Oui. Et j'apprends qu'en ce moment est à l'étude une loi présentée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, pour simplement geler les avoirs. fonds, C'est-à-dire ce qui s'est passé avec Xavier Moreau et Jacques Beau, et qui donc va être étendu demain. Donc tout simplement, j'ai liquidé ma société parce que je veux bien payer des impôts en France, il n'y a pas de problème, mais si je peux pas avoir de compte en banque et que la Banque de France me fait poireauter et que je peux pas avoir de compte en banque, à ce moment-là, je crée une société en Italie. Donc je suis en train et tout ça prend énormément de temps, était extrêmement pénible. De toute façon, le but c'est de me faire perdre du temps, puisque le temps c'est de l'argent, et voilà. Donc tout simplement, je communiquerai très prochainement quand toutes ces affaires seront réglées. D'accord. Et puis nous avons à côté de nous Régis de Castelnau. Bonjour Régis. Bonjour à tous. Qu'on retrouvera également demain d'ailleurs. Finalement, c'est un abonné quotidien maintenant à Tocsin, Régis. Vous êtes, je le rappelle, avocat. Demain, après-demain. Non, alors vous n'êtes pas au courant, mais c'est oui, parce qu'après-demain c'est férié, donc c'est demain. Ah oui, c'est vrai, oui. Oh là bas. Bref, on est dans le. C'est noté sur mon agenda. Il y aura une petite cloche qui va m'avertir à un quart d'heure. Voilà. Alors s'il y a la petite cloche, tout va bien. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le grand âge, ça. Je rappelle que vous êtes avocat honoraire à la Cour, auteur du blog Vue du droit, auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur, et encore auteur de votre Substack qui s'appelle le Régis Substack. Voilà. Vous savez tout. Alors, le sujet du jour, évidemment, on revient sur Brigitte Macron. D'abord, il y avait une procédure très attendue. On en avait parlé déjà avec vous, Xavier Poussard. La procédure Macron versus Owens. Et l'échéance était attendue au 28 avril. Finalement, visiblement, on n'en a pas entendu parler, donc elle a été décalée. Mais d'abord, peut-être rapidement, avant de revenir sur le décalage et ce qui s'est passé, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'affaire, Xavier Poussard, l'affaire Macron-Owens? Alors, l'affaire Macron-Owens, c'est le volet international de l'affaire Brigitte Macron. D'abord, je tiens à préciser un fait. Personne n'a jamais été poursuivi pour avoir déclaré ou écrit que Brigitte Macron était née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux, et que sa relation qu'elle avait nouée avec Emmanuel Macron au lycée La Providence pouvait être qualifiée de pédocriminel. Ces propos-là n'ont jamais fait l'objet de poursuites. Donc en fait, dès lors qu'on peut pas poursuivre ces propos-là, on va essayer d'aller dans tous les sens. Alors, c'était le cyberharcèlement, le procès très médiatisé du cyberharcèlement, dans lequel finalement je ne suis pas ni ceux qui qui vivent de l'activité de journaliste, puisqu'en fait ils n'ont pas osé sortir de la loi de 1881 les journalistes, donc ce sont que des simples citoyens qui ont été condamnés à des peines d'ailleurs très très lourdes. Oui. Aux États-Unis, donc il a fallu monter cette opération de com au mois de juillet, après la relaxe en appel de Natacha Ray et d'Amandine Roy pour diffamation. Donc elle était poursuivie aussi également pour des points de détail. Elles ont été relaxées en appel, et à ce moment-là, les Macron, pour maintenir
une pression judiciaire, ont annoncé qu'ils portaient plainte contre Candace Owens. Donc c'est une plainte de 250 pages. Donc aujourd'hui le dossier est très simple. Vous avez mon livre d'un côté, la plainte de 250 pages des Macron de l'autre, qui est disponible sur Internet. Et pour réaliser cette plainte, les Macron ont dû faire face à deux écueils du droit américain. En tout cas, les avocats de Brigitte et Emmanuel Macron ont fait face à deux écueils du droit américain, que sont le concept de first source, c'est-à-dire que la série Becoming Brigitte étant basée sur mon livre et mon livre n'étant pas poursuivi pour diffamation, tout ce qui est dans le livre et qu'a expliqué Candace Owens ne peut pas être poursuivi. Et le deuxième concept, c'est le concept d'actuelle malice, c'est-à-dire que pour qu'une diffamation soit reconnue aux États-Unis, il faut que celui qui a exprimé les propos savait que ce qu'il exposait était faux. Or, évidemment, ce n'est pas le cas. Donc, pour construire cette plainte, les Macron ont donc bricolé à partir de propos tenus par Candace Owens, qui n'était pas dans le livre Becoming Brigitte. Donc deux choses essentiellement. D'avoir expliqué que la relation entre Brigitte et Emmanuel Macron s'apparentait à une relation de type MKUltra, et d'avoir, donc ça c'est le premier point, et d'avoir, deuxième point, sous-entendu que ça pourrait être une relation incestueuse. Alors là, il y a eu un rebondissement important sur ce deuxième point. C'est qu'en ce moment, il se trouve qu'à l'Assemblée nationale se déroule une commission d'enquête sur l'inceste, où a été auditionnée Colline Berry, oui, tout à fait. la fille de Richard Berry, et au milieu d'autres intervenants, et une des intervenantes spécialistes de l'inceste, qui est auteure et illustratrice, qui s'appelle Cécile C., Oui. a développé un concept que je trouve très intéressant, parce que c'est exactement le concept clé de Becoming Brigitte. Si j'avais eu ce concept-là, j'aurais beaucoup plus intégré dans mon développement, qui est le concept d'exhibé caché. C'est-à-dire qu'en fait, les pédocriminels et encore plus les pédocriminels incestueux, pour cacher l'inceste, l'exhibe. Donc elle prend une série d'exemples, donc dont la chanson de Serge Gainsbourg, Lemon Incest, et elle cite en exemple, dans sa démonstration, le couple Brigitte et Emmanuel Macron, en expliquant, je cite, « Nous vivons sous la présidence d'un homme séduit mineur par une femme adulte. Le régime impose le silence et la normalisation. » Donc c'est bien un développement sur le concept d'exhibé caché dans le cadre de l'inceste. Donc est-ce que l'Élysée va poursuivre Cécile C? En tout cas, cette pièce-là est déjà entre les mains des avocats de Candace Owens. Alors, face à cette plainte, Candace Owens a tout de suite réagi en expliquant que c'était une campagne de relations publiques. Et d'ailleurs, essentiellement, les Macron cherchent à gagner du temps, sachant qu'il se trouve qu'on est exactement à un an de l'élection présidentielle, que le pouvoir se radicalise. Ce sera d'ailleurs l'objet de nos échanges avec Régis de Castelnau, et que l'affaire Brigitte apparaît comme paroxystique de ce moment. Donc Candace Owens reçoit la plainte, et le problème qui saute tout de suite aux yeux, c'est que la plainte est déposée dans le Delaware. Or le Delaware est un État démocrate, très peu favorable à Candace Owens, et cette plainte repose sur le fait que, comme beaucoup de sociétés, comme beaucoup d'Américains, Candace Owens a domicilié sa société dans le Delaware, qui est considéré comme le paradis fiscal des États-Unis. Donc l'enjeu pour Candace Owens, pour ses avocats, ça va être de sortir cette plainte du Delaware pour soit la faire monter au niveau fédéral, et à ce moment-là, il y a des arguments, puisque Éric Dupond-Moretti avait qualifié l'affaire d'affaire d'État. Donc si c'est une affaire d'État, c'est pas une affaire d'État du Delaware. Donc la monter au niveau fédéral, ou la transposer dans le Tennessee. Et donc les avocats de Candace Owens avaient produit ce qui serait l'équivalent en France d'une requête en nullité, s'appuyant sur ce qu'on appelle le forum shopping, c'est-à-dire comment dirais-je, de porter plainte dans un endroit où ça arrange, quoi, le choix opportuniste d'un tribunal pour contourner des lois défavorables ailleurs, et un autre concept très important qui s'appelle le borrowing statute,
qui impose l'application de la période de prescription la plus courte où les faits ont été commis. C'est-à-dire que clairement, l'affaire Becoming Brigitte, c'est soit la loi du Tennessee, soit la loi de la France, et à ce moment-là, c'est la période la plus courte, c'est la France. Or, la prescription en France, c'est 3 mois. Donc, vis-à-vis même de la loi du Delaware, les faits sont prescrits. Et ensuite, il y a des questions logistiques sur les témoignages et le déroulé de l'enquête. Donc, je suis pas du tout spécialiste de droit américain, mais de ce que j'ai pu lire, des blogs, des podcasts de droit américain, on estimait à 80% le fait que la requête en nullité de Candace Owens soit reçue. Alors, parallèlement, ce qui s'est passé, et là il faut le dire, c'est-à-dire que l'aspect politique de l'affaire, extrêmement politique, plaidait en faveur d'un rejet de cette requête en nullité. D'autant plus que l'avocat de Candace Owens, Mark Kassovitz, qui avait rédigé cette requête en nullité, est l'avocat historique de Donald Trump. C'était l'avocat de Donald Trump lors de ses divorces, lors de ses faillites. C'est un intime de Donald Trump. Or, qu'est-ce qu'on a observé à l'approche de la date fatidique du 28 avril ? On a observé que Donald Trump s'était retourné contre Candace Owens. Pas que d'ailleurs, il y a eu tout ce vent de Donald Trump contre sa première équipe, enfin en tout cas de première apparence, contre sa première équipe MAGA. Donc le 28 avril devait arriver cette première échéance, et le 9 avril, sur son réseau Truth Social, Donald Trump s'en prend à Tucker Carlson, à Megyn Kelly, à Alex Jones et à Candace Owens, expliquant au sujet de Candace Owens que Brigitte est bien une femme, et que d'ailleurs, elle est bien plus belle que Candace Owens, il n'y a même pas photo. Bon, tout ça 2 semaines après avoir reçu Brigitte Macron à la Maison Blanche pour parler d'éducation dans une mise en scène très spéciale avec Melania Trump. Il y avait un robot humanoïde et Brigitte Macron était doublée par un homme. Enfin, tout ça était extrêmement étrange, mais semblait sceller une sorte de réconciliation plus ou moins mise en scène entre les Trump et les Macron. Donc ensuite, ce tweet assassin contre Candace Owens. Donc vous le voyez, pardon, je commente pour ceux qui ont l'image, tout le monde ne l'a pas évidemment sur Toxin, mais notamment cette phrase, Actually to me, the First Lady of France is a far more beautiful woman than Candace. In fact, it's not even close. Donc voilà, donc pour moi, de fait, la première dame de France, qui n'est pas première dame, est bien plus belle une bien plus belle femme que Candace. Donc c'est intéressant toujours, oui. Voilà, donc le 23 avril, 5 jours. Régis, j'interromps une seconde, mais ça va plus loin, c'est le trousse social de Trump qui est souvent hilarant, que j'essaie de suivre. Et donc, il dit, elle prétend que Brigitte Macron est un homme, et c'est même pas vrai, hein. D'ailleurs, rien que la formulation, et il conclut aussi, enfin bon, il dit que Candace Owens, comment qu'elle est pas trop moche. Quand je dis ça, c'est une traduction qui n'est pas si éloignée, parce que ces tweets sont lunaires, quoi. Et il dit, et j'espère qu'elle va prendre cher qu'elle va être condamnée et qu'elle va prendre très cher. Donc, il y a vraiment un virage, et il prend parti complètement pour Brigitte Macron. Ça va au-delà d'une observation. Oui, mais donc quand on reboucle avec l'histoire de l'avocat... Je m'engage et j'espère qu'on va lui prendre des sous. Régis, ça c'est la version communication sur Truth Social, mais quand on reboucle avec l'information sur l'avocat que nous a donné Xavier, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que là, Xavier, si j'ai bien compris, l'avocat de Candace est un très proche de Trump. Oui, alors justement, et donc Trump continue les invectives contre Candace Owens. C'est le 23 avril, c'est-à-dire 5 jours avant la première échéance, l'avocat de Trump annonce. Alors la presse, la presse en fait très peu publicité, mais qu'il se retire de ce dossier.
Et donc à ce moment-là, la cour, le Delaware dit bon bah puisque le temps de réorganiser la défense, tout est décalé au 22 juin. Donc l'affaire prend 2 mois de retard. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Macron, alors d'abord le premier point, c'est que au moins vis-à-vis du Delaware, Candace arrive devant la justice du Delaware pour sa requête en nullité comme une adversaire de Donald Trump. Oui. Elle n'arrive plus comme faisant partie d'un réseau d'influenceurs trumpistes. Donc ça, c'est le premier point. Et en tout cas, Trump et Candace Owens ont fait savoir assez bruyamment qu'ils n'avaient plus rien à voir ensemble sur ce dossier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les Macron, eux, avaient dans leur agenda la date du 28. Et eux ont lancé une opération de communication. Alors, cette opération de communication est passée par plusieurs canaux, et principalement par 3 pages dans un journal qu'on appelle la Tribune Dimanche, dont l'actionnaire est Rodolphe Saadé et qui a été créé par l'ancienne équipe du journal du Dimanche quand Vincent Bolloré a repris le journal du dimanche. Oui. du dimanche avec l'inénarrable Bruno Jeudi. Donc c'est là, on est dans ce qu'on appelle les journalistes de cour. Et donc cet article a été signé, bon là je passe le CV, mais par Sophie Delassus, qui est la fille de Sylvie Delassus, éditrice chez Albin Michel, mais ce qui est surtout la fille de Laurent Geoffrin. Oui, donc on est dans cette et puis qui est très engagée. Alors elle est très engagée sur les questions LGBT parce qu'elle a sa compagne qui est elle-même à Paris Match ou je sais pas quoi. Enfin bon, elle est dans les sujets sociétaux, LGBT, écolo, etc. Donc elle se met au service de Brigitte Macron et fait cet article fleuve dans la Tribune Dimanche. Alors, on va montrer l'illustration de cet article de la Tribune des Dimanches pendant que vous en parlez. Comme ça, vous allez pouvoir voir, chers auditeurs, pour ceux qui ont l'image, cette illustration. Donc, la Tribune du Dimanche, mais qui est sortie 25-26 avril. Voilà. Voilà, 26 avril, donc à l'avant-veille de la date prévue du passage de la requête en nullité, qui logiquement, alors comme ça s'est pas passé, on peut pas le dire, mais on pouvait penser à 80% que elle serait acceptée et donc que les Macron seraient mis face à une question: est-ce que on monte au niveau fédéral et est-ce que vous allez dans le Tennessee ou est-ce que vous laissez tomber après toute cette communication, puisque le cabinet d'avocats Tom Clair est un immense cabinet d'avocats et avait été aussi mis à contribution des agences de communication, ce qui fait que l'affaire Brigitte, faut le savoir, aux États-Unis, si en France elle est très peu couverte par la presse, aux États-Unis elle est couverte essentiellement par CNN, c'est CNN et le Financial Times qui ont les exclus. Donc là on a eu la Tribune Dimanche et alors bon évidemment la journaliste tout ce qu'elle dit sur la procédure est faux. Mais enfin c'est pas grave, c'est-à-dire qu'il y a vraiment zéro documentation, c'est-à-dire qu'elle est allée voir en fait le cabinet de Brigitte Macron et elle a pris sous la dictée quoi. Et donc en fait c'est pour dire que Brigitte Macron, c'est épouvantable ce qui lui arrive, Oui. parce que elle est cyberharcelée. Oui. Enfin c'est horrible, vraiment, elle vit un calvaire. Oui. Il y a cette etc. fameuse phrase, pardon Xavier, je vous coupe, mais que je cite de cet article que vous pouvez voir là, qui est bien encadré. Ces années ont été tellement intenses, j'ai vu la noirceur du monde, la bêtise, la méchanceté. Voilà ce qu'elle dit, qui a été beaucoup repris, cet extrait-là. Évidemment, on a tous envie de pleurer pour elle. Et puis, ce qui est intéressant d'ailleurs, dans la page d'après, on voit, comment il s'appelle, l'IFOP, un des responsables, un des porte-parole de l'IFOP, Frédéric Dabi, voilà, qui explique que sa sortie, quand elle a dit « ce sont des sales connes », n'a pas eu d'impact. Donc c'est vraiment un article de commande, mais c'est tellement grossier que, franchement, parce que, je veux dire, tout va bien. Non, elle a dit sale conne, mais ça, c'est pas grave. Pas d'impact, puisque c'est l'IFOP qui le dit, tout va bien. On sait à peine à quel point l'IFOP peut être contrôlé en fonction qui les finance. Et puis, la partie d'avant, donc, on disait, elle n'arrête pas de souffrir, la pauvre, avec ces questions de cyberharcèlement ou de harcèlement, etc. etc. Donc, tout ça, quand même, c'est un article à commande, mais c'est intéressant à voir. Quand je parlais de communication et de damage control, il faut savoir que quand la plainte avait été déposée, quelques semaines après, l'avocat des Macron était passé sur la BBC, j'expliquerai pourquoi la BBC, en expliquant que seraient fournies des preuves scientifiques.
Alors qu'au stade de la Oui, procédure, c'est vrai. ça n'avait pas lieu d'être. Donc il y avait eu ça avait été beaucoup repris à l'international, sous-entendu parce que c'est vrai que ça impressionne. C'est un peu comme pendant le Covid, c'est scientifique, quoi. Il y a des preuves scientifiques. Bah Alors on oui. sait pas ce que ça va être, mais il y a des preuves scientifiques. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est gagner du temps. Et pourquoi sur la BBC? Évidemment, parce qu'il se trouve que Candace Owens est l'épouse de George Farmer, qui est lui-même le fils de Lord Farmer, qui est un homme d'affaires important au Royaume-Uni et qui se trouve être le grand argentier de Nigel Farage. Enfin, c'est des gens qui ont de l'argent. Donc, en fait, l'opération, pourquoi Tom Clare va sur la BBC alors que l'affaire c'est aux États-Unis et en France, c'est pour impressionner la belle famille de Candace Owens. Sous-entendu, regardez ce qu'on a dans le pantalon. Or là, dans la tribune dimanche, il y a quand même un aveu. C'est-à-dire que les Macron disent n'avoir, je cite, aucune certitude sur la viabilité de leur action. Mm. Alors bon, on va prendre quand même une situation très simple. Si Clémence, je dis que vous êtes votre frère. Bon, voilà. Donc déjà, au bout de 5 ans, est-ce que vous êtes dans cette situation-là de voir la noirceur du monde? Est-ce que vous en êtes au point de promettre des preuves scientifiques? Et puis finalement, pour expliquer que vous n'avez aucune certitude sur la viabilité de votre action. Enfin, tout ça Oui, c'est bizarre, oui. est ridicule. Et donc, on a quand même, mais c'est quand même une démonstration de force puisque cet article va être repris par l'AFP et diffusé partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a un digest de l'article qui est publié par l'AFP et ça part. Et là, moi, je suis en Italie, j'ai vu une reprise sur La Repubblica, en Espagne, sur le site de El País, sur le site du Monde. Donc vous avez des comme ça. Donc la pauvre Brigitte Macron. Cyberharcelé. Voilà, donc ça c'est une vraie opération. Cyberharcelé qui pourrait perdre malgré évidemment toute la véracité de ce qu'elle est, de ce qu'elle prétend être. C'est du débat de contrôle, hein, c'est vraiment intéressant. Oui. Voilà, et le couple Macron est pas du tout lâché par l'hyperclasse mondialiste qui aujourd'hui est un peu mise en difficulté, mais on voit bien que Macron, le couple Macron est quand même le produit politique phare de cette caste, et ce qui est d'ailleurs expliqué dans les mails d'Epstein quand Macron est présenté à Epstein par un interlocuteur malheureusement biffé qui lui dit il est programmé pour être le président de l'Europe, peut-être même du monde. Donc on voit bien qu'il faut sauver le produit. Alors il y a, cette opération de communication dans la tribune dimanche s'accompagne d'une démonstration de force avec un procès. Alors là, c'est une procédure qu'on n'a jamais traitée, tellement elle me paraissait absurde et tellement je ne la comprenais pas. C'est cette procédure d'un couple de Corses. Attends, Xavier, alors, je souhaitais faire une toute petite remarque avant de passer moi aussi, d'ailleurs. l'enquête corse. Je prends mon ticket. Oui. Ça me rappelle Pétillon, hein, l'admirable Pétillon aujourd'hui disparu. Bien, sur l'affaire aux États-Unis, on est quand même dans une situation, et tu en avais parlé, à l'époque de cette procédure qui était une procédure conjointe. Hein. Je rappelle que c'est pas seulement Brigitte Macron qui veut faire, je veux dire, qui défendre son honneur, c'est le couple. C'est vraiment une procédure du couple. Ce qui est particulier d'ailleurs. Je rappelle quand même, au hasard comme ça, je rappelle quand même que Emmanuel Macron est président de la République française. Pardon, hein, il est président de la République française. Et ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il est aujourd'hui, je veux dire, lié à Donald Trump. Donald Trump, président de l'hégémon, engagé dans une guerre catastrophique, hein, qui est, sur le plan politique, dans de graves difficultés intérieures. Eh bien, le fait que son avocat, l'avocat de Candace Owens, qui était le même que celui de Donald Trump, se déporte, etc. Il y a une dépendance que je vois judiciaire aujourd'hui, une dépendance entre Donald Trump et Emmanuel Macron, qui est complètement inadmissible pour la France. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Le président de la République régler des comptes, hein, et qui mobilise ou qui obtient la mobilisation d'un président des États-Unis très discuté, en difficulté, dans le cadre d'un conflit mondial. Non mais pardon, quoi. Non mais simplement pardon. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, voilà. Rien que ça, vous avez raison, Régis, il faut prendre le temps de...
pour boucler la boucle là-dessus, Oui. c'est pas nouveau la dépendance d'Emmanuel Macron vis-à-vis des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a quand même comment dirais-je, l'affaire Alstom. L'affaire Alstom est Ah, centrale mais évidemment. dans ce que le Wall Street Journal avait appelé l'ascension programmée d'Emmanuel Macron. On est en 2015. Ascension programmée d'Emmanuel Macron. Hein, donc l'affaire Alstom, on voit tous les réseaux sont liés à la CIA. Et Alain Juillet, qui a dirigé la DGSE, avait expliqué à propos de l'affaire Alstom, il a été courageux parce que c'était un des seuls à l'expliquer, c'est qu'il fallait vendre Alstom. Pourquoi à General Electric? Parce qu'en fait, les Français avaient donc une avance technologique et collaboraient avec les Iraniens sur le programme nucléaire à Ispahan. Donc on a déjà cette affaire du nucléaire iranien derrière, et on a déjà cette ingérence des États-Unis. Alors avec Trump, donc on sait qu'il y avait ce dossier classifié qui avait été récupéré à Mar-a-Lago. On sait que Trump a toujours été depuis le début jamais avare de plaisanteries sur Brigitte Macron. Donc c'est ça la situation, c'est-à-dire qu'il y a un énorme problème. On parle souvent du rôle de dépression exercée potentiellement par l'Algérie, qui est aussi une vraie question. La relation entre Emmanuel Macron et l'Algérie, la relation entre Emmanuel Macron et les États-Unis, cet homme semble ne pas s'appartenir. Et nous sommes embarqués dans ce bateau. Et dans ce bateau, nous faisons face à des démonstrations de force. Et donc, je reviens sur l'enquête Corse. Alors, l'enquête Corse, cette procédure me paraissait tellement absurde, elle avait été révélée par le Canard enchaîné. Alors, on nous explique que 2 Corses ont rempli leur déclaration d'impôt et ils ont mis personne à charge, tout le gouvernement, Zelensky et Brigitte et Jean-Michel Trogneux dit Brigitte Macron. Oui, donc dans la rubrique, quand vous remplissez les impôts, est-ce que vous avez d'autres personnes invalides à charge? Et là, ils ont rempli le nom de Brigitte Macron, en effet. Enfin, sauf qu'ils n'ont pas mis Brigitte Macron. Parmi d'autres, hein, parmi d'autres. Parmi d'autres. Ce qui est plutôt drôle. Voilà, donc tout le gouvernement, Zelensky et Jean-Michel Trogneux dit Brigitte Macron. Oui. Ce qui est assez drôle, ça aurait pu être au bon tweet français. Mais en plus, c'est vrai, on les a à charge, c'est tout à fait. Non, mais c'est bon esprit, quoi. Il y a pas de quoi en faire. Oui. Enfin, passons. Et donc, ce couple s'est retrouvé poursuivi. Et naturellement, en première instance, a été relaxé. Oui. Parce qu'ils sont poursuivis pour usurpation d'identité. Mais alors attendez, parce qu'ils sont poursuivis par qui? Ils sont poursuivis par Brigitte Macron pour usurpation d'identité. Non, mais c'est grave. Plainte déposée par Brigitte Macron et immédiatement suivie par le parquet. Bah, Oui, bien oui, sûr. oui. La grande Non, zèle mais du parquet. c'est-à-dire que la magistrature française, comme d'habitude, exécute tous les ordres donnés par Macron. Par Bribri. Voilà. Et donc ensuite, relax, et puis appel. C'est-à-dire que là, ils font appel. D'ailleurs, cette procédure est tellement ridicule que même BFM TV, qui fait un sujet sur l'affaire Trogneux, va s'amuser à filmer le directeur de cabinet de Brigitte Macron racontant la procédure. Et en fait, ils vont couper la séquence pour teaser le documentaire sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que cette minute où le directeur de cabinet de Brigitte Macron, il me semble que c'est Tristan Bromet, explique qu'un jour, Brigitte Macron se connecte sur France Connect et elle voit que son nom, c'est Jean-Michel Trogneux, cette séquence de 1 minute va faire le tour du monde avec des reprises à l'international. Oui. Donc est-ce que là, on n'est pas, comme l'expliquait Cécile C., devant la commission d'enquête sur l'inceste, précisément dans le concept d'exhibé caché? Alors attendez, C'est-à-dire justement, qu'on est- Xavier Poussard, puisque vous en parlez, on a retrouvé cet extrait de Cécile C où elle parle d'exhibé caché, où elle dénonce ça. Donc si vous voulez, on peut l'écouter juste pour illustrer un peu vos propos et on reprend le fil de l'enquête Corse. Les exemples sont totalement innombreux et nous vivons sous la présidence d'un homme dont tout le monde sait qu'il a été séduit mineur par une femme adulte. C'est une situation qu'une politique publique de prévention des violences sexuelles devrait nommer comme délictueuse. Au lieu de quoi, la puissance du régime présidentiel impose à toutes le silence, la banalisation, la romantisation à travers des livres et la normalisation d'une situation anormale. C'est un exemple typique de culture de l'inceste qui régit non seulement les familles incestueuses, mais également toute une société, bâtie sur l'écrasement d'une large minorité de sa population. Voilà, bon, là, on n'avait pas exactement ce concept, mais on voit quand même, c'est très très clair ce qu'elle dit, hein, c'est très fort en audience. Oui. Non, l'intervention est forte et le concept d'exhibé caché est absolument central si on veut comprendre les Macron, relire Becoming Brigitte avec ce concept en tête, c'est intéressant. Et donc sur cette procédure Corse, Brigitte Macron va en appel et là,
ce couple de Corse est condamné pour usurpation d'identité. Alors, la première question qui vient. Oui. D'abord, il y a quand même une sorte d'inversion accusatoire, puisque la conclusion de devenir Brigitte, c'est que c'est Brigitte qui a construit en fait sa biographie sur une usurpation d'identité, à savoir l'usurpation d'identité de sa sœur. Donc là, on renverse le stigmate. Ensuite, est-ce qu'ils ont essayé d'usurper l'identité? C'est-à-dire, entre faire une plaisanterie Oui. et usurper une identité, c'est pas exactement la même chose. Donc là, il y a un biais. Mais il y a un Et truc ensuite, qui moi, cloche. je pose quand même la question. Enfin, moi, je suis pas sur France Connect parce que je suis résident fiscal italien, mais nous, on a quelque chose qui s'appelle le SPID, qui est l'équivalent de France Connect. C'est complètement impossible de changer l'identité d'un tiers Mais bien sur sûr. ce genre de plateforme, et encore plus d'une personnalité exposée politiquement. Mais non, Et mais ça me semble attendez, mais bien sûr, mais complètement moi je vous le incroyable. dis, c'est pas parce que vous mettez personne à charge et que vous vous trompez de nom que vous allez changer l'identité de la personne sur le nom. Enfin, je t'ai trompé Voilà. ou le Non, fait. mais on est d'accord. Mais Cette procédure est complètement ubuesque. Ben, bien Alors, sûr, est-ce que c'est de la folie. donc c'est ça l'exhibé caché. Alors, C'est à la Régis, fois la là-dessus, démonstration ouais. de force par la condamnation, Mm. puisque c'est des peines très lourdes, hein, c'est des Oui. 5 mois de prison avec sursis, et en même temps une forme d'aveu, parce que tout le monde se dit que n'importe qui se penche sur la dépêche AFP, reçoit comme message, bon bah dans le fichier des impôts, Brigitte s'appelle Jean-Michel. Non, mais c'est n'importe quoi. Évidemment que non. Alors, Enfin, vous je imaginez, voudrais vous faire trompez une de nom petite sur votre enfant, observation. il change de nom dans son nom d'identité civile, mais c'est n'importe quoi ce truc. Alors, Régis. usurpation d'identité, c'est quoi l'infraction? C'est quand vous utilisez l'identité de quelqu'un d'autre pour vous-même, pour obtenir des droits, pour vous faire verser de l'argent, etc. Hein, ce sont les vols, par exemple, les vols de passeport ou de carte d'identité, utilisés ensuite par les gens qui s'en sont emparés. Donc, une usurpation d'identité, c'est pas d'en attribuer une autre à quelqu'un. C'est pas ça, c'est pas vrai. Moi, j'ai regardé la jurisprudence, etc. C'est totalement bidon. Parce que pourquoi est-ce qu'ils sont relaxés en première instance? Ils sont relaxés parce que dans toutes les manipulations que le système Macron demande à la magistrature, il y a des moments où ça va trop loin. Moi, j'ai pensé à un moment que l'affaire du harcèlement dont on a parlé sur Oui, Toxin, oui. j'ai pensé à un moment que les magistrats n'iraient pas jusqu'à ces condamnations Oui. absurdes. Bah oui. Au plan juridique, politiquement, c'est autre chose. Hein, et mais là, en première instance, ils ont été relaxés, tout comme d'ailleurs les procédures de diffamation d'Amandine Roy et de l'autre personne ont débouché sur des relax, parce que là, les magistrats disent, et il s'agissait de la 17e, qui est une 17e chambre correctionnelle qui traite les affaires de presse, qui a un certain prestige, ils n'ont pas voulu l'entamer. Ils ont trouvé que, de temps en temps, le système Macron bute là-dessus. C'est ce qui s'est passé en première instance. Mais la décision de la Cour d'appel est incroyablement scandaleuse. Oui, c'est scandaleux. Incroyablement scandaleuse. Y compris que, faut pas oublier une chose, Xavier, c'est que, naturellement, c'est assorti de la privation du droit de vote et par conséquent de l'inéligibilité. Je pense pas que ces gens avaient l'intention de se faire élire, mais ça devient systématique dans l'affaire du harcèlement. Inéligibilité aussi. Donc, c'est devenu un outil pour se débarrasser des gêneurs, ça. Hein. Aujourd'hui, on a une procédure qui vient à l'audience concernant Sofia Chikirou, une procédure qui date de 7 ou 8 ans. Hein, qui démarre opportunément à ce moment-là. Moi, je suis sûr qu'elle va être condamnée, hein, alors que c'est un litige civil et commercial qui n'a strictement rien à voir. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de... Non, c'est le parquet qui a décidé. Elle va être condamnée pour escroquerie, et naturellement, ce sera assorti d'une inéligibilité. Cette affaire Corse, et Xavier a raison, c'est aussi un aveu. Là, je lui repasse la parole. Oui, mais et là depuis, on en est à l'appel. Non, l'appel a déjà tranché. Et là, il y a eu encore un pourvoi en cassation ou pas? Il reste la procédure Natacha Ray, qui d'ailleurs va très mal puisqu'elle est atteinte d'un cancer oui.
Voilà, et il reste ce procès donc français où là les Macron vont en cassation. Le but étant d'obtenir une condamnation en cassation, condamnation qui est, mais encore une fois c'est un procès en diffamation qui est pas sur le fond du dossier, c'est sur une accusation de falsification d'acte d'état civil, ce qui effectivement, mais dans ce cas-là, Natacha Ray avait pu plaider la bonne foi puisque c'est des documents qu'on avait refusé de lui donner. Enfin, on est dans l'illégalité totale. Alors au rang de l'aveu, il y a eu aussi, alors là, on est dans le grotesque, c'est-à-dire qu'en même temps, on est vraiment martyrisé par des ploucs. On a eu le podcast de Jean-Alexandre Trogneux, qui a fait une interview sur le podcast de la compagne de Xavier Bertrand, qui est beaucoup plus grande que lui, beaucoup plus jeune et beaucoup plus grande que lui, et qui, bon, visiblement fait des podcasts et a eu accès à Jean-Alexandre Trogneux, à Jean-Alexandre Trogneux qui refuse de nous répondre. On lui a, enfin, on l'a contacté maintes fois, je lui ai envoyé mon livre avec mon numéro de téléphone, d'ailleurs comme à toute la famille, en leur disant si vous voulez un droit de réponse, vous avez qu'à m'appeler, je vous donne la parole. Enfin, je le dis jamais ça, mais enfin, j'ai quand même tout fait dans les règles de l'art. Et d'ailleurs, Emmanuelle Anison avait croisé du Nouvel Observateur, quand elle écrivait son livre, elle croisait Jean-Alexandre Oui, l'affaire Trogneux, et le Madame. type lui avait juste dit nous sommes tous, toute la famille est phagocytée par cette affaire. Comme si vraiment. Alors lui, c'est donc le neveu de Brigitte, donc c'est le chef actuel de la famille. Et dans cette interview, il parle donc de l'affaire Jean-Michel Trogneux. Est-ce que, Oui, on va le passer quand vous voulez, Xavier. On l'envoie? voilà. Allez, bah c'est parti, on l'écoute. Sur ce qui s'est passé, tu dis que Brigitte a été très présente. Est-ce que quand même tu leur en as un peu voulu, même si ils sont pas forcément responsables, est-ce que tu leur en as un peu voulu de te mettre dans cette situation, de te mettre toi et ta famille dans cette situation? Tu peux pas dire ça de cette manière-là. Ça peut pas nous avoir voulu parce que une opportunité comme celui-ci pour un homme politique en très peu de temps se retrouver à la tête de l'État, je pense pas que tu te rendes compte que tu embarques toute ta famille en même temps. Et c'est rétroactivement que la prise de conscience a eu lieu en disant « Ah, désolé, je n'imaginais pas que ça puisse arriver jusqu'ici. » Vraiment, je l'ai subi comme ça. Je le répète encore, Brigitte l'a compris même très rapidement, en disant « Je suis navré, on n'imaginait pas que ça ferait un tel chamboulement. » On se rend pas compte, mais alors avec les réseaux sociaux, avec la presse qui devient de plus en plus présente, tout va beaucoup plus vite. Donc, je pense qu'il y a 3 ou 4 mandats en arrière, ça n'aurait peut-être pas du tout été la même chose. On a appris des dizaines d'années après que Mitterrand avait une maîtresse, que Chirac claquait des fortunes en vacances, que Giscard s'était tapé les Didi. Enfin, j'ose à peine d'y croire, mais bon, bref. Non, mais voilà. J'étais pas là. Souris, c'était une blague. Donc, j'étais pas là. Voilà, mais Donc, je je veux ne dire par là, sais pas, c'est je ne que confirme on rien. peut subodorer des choses à l'époque, mais là, maintenant, beaucoup moins visible, plus effectivement. personne ne peut tricher sur quoi que ce soit. L'information va trop vite. Et donc, tout le monde est embarqué dans la cabane. Ah ouais. Non, mais c'est incroyable. Plus personne Voilà, ne peut plus tricher. plus personne ne peut tricher. Alors là, il défend Brigitte et il dit, ah, vous comprenez, c'est les réseaux sociaux, ça va trop vite, plus personne ne peut tricher. Hmm. C'est vrai que 3 ou 4 mandats avant, à l'époque de Mitterrand, on l'aurait su 10 ans Mazarine, après. ouais. Et là, en fait, ça va trop vite à cause des réseaux sociaux. Donc voilà, la défense de la famille, on comprend pourquoi ils leur laissent pas trop la parole, quoi. Alors attendez, ouais, c'est clair. Et même, Globalement, interdit de répondre je aux vais aller même plus journalistes. loin que vous parce que je propose qu'on réécoute le début de cet extrait où il dit oui, mais qu'un homme d'État monte si vite, etc. Bon, on peut parler de Macron, mais juste après, il enchaîne avec Brigitte. Et c'est le même sujet, on a l'impression que le sujet reste Brigitte, sauf qu'au début, il dit homme d'État. Bon, ça, c'est vraiment moi qui suis très complotiste, mais je propose Il quand même. parle de Macron comme de son oncle. Enfin, Oui, non, mais qui dit un homme d'État qui s'entraîne comme ça, qui monte dans la famille. Alors, est-ce qu'il parle de Macron, mais dans ce cas-là, il dit il entraîne sa famille comme si c'était sa famille, la famille Trogneux. Donc, intéressant. Je propose qu'on réécoute le début. Il n'est pas inintéressant aussi, je trouve. Enfin, je trouve qu'il y a une ambiguïté. On réécoute le début de ce podcast aussi. Sur ce qui s'est passé, tu dis que Brigitte a été très présente. Est-ce que quand même tu leur en as un peu voulu, même si ils sont pas forcément responsables, est-ce que tu leur en as un peu voulu de te mettre dans cette situation, de te mettre toi et ta famille dans cette situation? Tu peux pas dire ça de cette manière-là. Ça peut pas nous avoir voulu parce que une opportunité comme celui-ci pour un homme politique en très peu de temps se retrouver à la tête de l'État, je pense pas que tu te rendes compte que tu embarques toute ta famille en même temps. Et c'est rétroactivement que la prise de conscience a eu lieu en disant « Ah,
Désolé, je n'imaginais pas que ça puisse arriver jusqu'ici. Vraiment, je l'ai subi comme ça. Je le répète encore, Brigitte elle l'a compris même très rapidement, en disant je suis navré, on n'imaginait pas que ça ferait un tel chamboulement. On se rend pas compte, mais alors avec les réseaux sociaux, avec la presse qui devient de plus en plus présente, tout va beaucoup plus vite. Donc, je pense qu'il y a 3 ou 4 mandats en arrière, pardon. Ça n'aurait Bon, vous avez, voilà, bon, ça c'est moi, c'est peut-être la surinterprétation, mais en tout cas, il parle d'une opportunité pour un homme politique. Donc, a priori, il parle de Macron, mais après, qui embarque toute sa famille. Donc, sa famille, la famille Trogneux, donc il est très gentil, vraiment, il pense que sa famille, les Macron Trogneux, c'est la même chose. Ça ne se passe pas comme ça dans toutes les familles. Et derrière, Brigitte l'a très bien compris, donc on est sur l'homme d'État, Brigitte. Et le problème, c'est les réseaux sociaux, parce qu'en fait, il nous dit en substance que s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, on aurait su, bah, bien sûr. 10 ans après, mais on aurait su quoi? Oui, on aurait su quoi? De quoi Oui. il parle qu'il y a sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est pareil, on est encore une fois dans l'aveu. Et au rang des réseaux sociaux, on en arrive aux réseaux sociaux, puisque là, c'est peut-être une lueur d'espoir, c'est de l'extérieur, c'est-à-dire l'alliance entre Elon Musk et Pavel Durov, qui est en train de se nouer sur Emmanuel Macron, puisque Pavel Durov avait été arrêté à l'aéroport du Bourget par la magistrature aux ordres d'Emmanuel Macron dans le cadre d'une enquête sur Telegram, sur le réseau social Telegram. C'est toujours des enquêtes en plus pour diffusion de pédopornographie. C'est toujours l'intitulé de la poursuite est toujours de l'enquête est toujours infamant. Et ensuite, comme c'est la grande technique, hein, c'est-à-dire on vous convoque pour une audition libre, et puis comme vous êtes à l'étranger, on dit qu'il y a un risque de fuite, et à ce moment-là, vous êtes placé sous contrôle judiciaire avec un procès qui peut arriver 5 ans après. Et pendant 5 ans, vous êtes obligé d'aller toutes les 72 heures au commissariat. Mon ancien webmaster a eu ce traitement-là. C'est-à-dire que pendant 5 ans, il était assigné à résidence alors qu'il était résident à l'étranger. C'est ça qui se passe quand on s'oppose à ce régime. Et donc, évidemment, Elon Musk, ayant compris la combine, ne s'est pas rendu à l'audition libre à laquelle il avait été convié le 21 avril. Également, alors là, il y avait diffusion, effectivement, de la haine, enfin, toujours un peu les concepts creux, etc. Et où il y avait également pédopornographie. Et donc là, Musk a répondu sur X, ils sont plus faux qu'un euro en chocolat et plus pédés qu'un flamant rose en tutu fluo, en français dans le texte. Ce à quoi Durov a répondu, le gouvernement français est en panique. Ils savent qu'un important changement politique en 2027 exposerait ou exposera leurs méfaits. Alors ils essayent de faire taire les plateformes de liberté d'expression sous n'importe quel prétexte qu'ils pensent pouvoir faire passer. Voilà. Donc voilà où on en est. Alors, Xavier, je voudrais faire une petite observation qui nous renvoie à l'attitude de Donald Trump. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'affaire Musk, le parquet français, c'est le parquet, hein, qui elle a convoqué à une audition libre avec une ancienne dirigeante de la boîte qui gère Twitter, et que c'était effectivement le piège, évidemment, mais surtout les États-Unis ont fait un bras d'honneur, pas seulement Musk, ils ont fait un bras d'honneur en disant coopération judiciaire, sûrement pas. Allez vous faire foutre, hein, ce qui était effectivement tout à fait logique. Alors, ce qui n'a pas empêché Manon Aubry, cette pauvre imbécile, de dire ah, mandat international, c'est-à-dire que juridiquement absolument impossible. Pourquoi pas une notice rouge d'Interpol aussi, hein. Donc, bon, l'imbécilité d'une partie de l'entourage de Mélenchon, c'est quelque chose. Donc, c'est quand même là le département de la justice américain a dit allez vous faire voir. Allez vous faire voir, il n'y a aucune coopération judiciaire, ce qui était une réponse très humiliante, hein, pour les magistrats français. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là avec le comportement et le virage de Donald Trump, qui prend le parti de Brigitte Macron, et l'attitude des autorités institutionnelles de la justice américaine? Bah oui, mais là, j'avais envie de vous répondre, Régis. Il y a une contradiction visible,
Mais c'est peut-être ce qui est recherché, ce qu'a expliqué Xavier Poussard tout à l'heure. C'est-à-dire que, en tout cas, ça sert bien les intérêts de Candace Owens qui va arriver au Delaware devant la justice en ayant l'air d'être opposé et donc pas affilié au régime trumpiste, non? Ben, moi, je voyais ça plutôt du côté de Trump. Et moi, je m'inquiétais de la dépendance de Macron à Donald Trump, qui, à mon avis, altère sa liberté de chef de l'État français. Bon. C'est sûr, Donc voilà, non, compromat. Non, mais bon, effectivement, c'est que le virage à 180 degrés de Donald Trump est quelque chose de très important. Non, mais L'histoire oui. de l'avocat qui se déporte, c'est considérable. Sur ce point-là, Régis, j'ai pas de réponse définitive, mais oublie jamais que les États-Unis, c'est pas le pays du fleuret, c'est le pays du catch, et que Donald Trump est connu pour être un grand amateur de catch, et donc j'ai pas de réponse définitive, mais disons que ça semble arranger les deux parties, en tout cas ce report, parce que les Macron ont pas l'air pressés de se mettre dans la gueule, enfin de finir de se mettre dans la gueule du loup dans lequel ils sont mises, et la partie américaine a l'air de régler certains détails. Alors, tout ça pour dire que le tweet de Duroff est important parce que il balaie une idée trop répandue dans l'opposition nationale en France, qui est que finalement, et c'est vrai que nous sommes à 1 an sur le papier Ouais. de l'élection présidentielle, et que pourquoi combattre, puisque il n'y en aurait que pour 1 an. Sous-entendu, Oui. il n'y a que pour 1 an à attendre, il ne va pas se représenter. Il va chuter et là, ce sera les grandes révélations. Voilà, bon, moi, si vous voulez, on est quand même dans une période où on voit bien que tout peut basculer. On est vraiment à un point de bascule très important de l'histoire qui dépasse même 1989 ou 1945. Je pense qu'on est presque sur quelque chose comparable à 1492, c'est-à-dire découverte de l'Amérique, réforme protestante et imprimerie. Là, on voit bien l'IA, renouveau spirituel, Oui. découverte de Messianique. nouveaux mondes. On voit qu'on est vraiment sur un énorme Ésotérisme, point de ouais. bascule. Mm. Voilà. Et on voit que dans cette époque, malgré tout, Emmanuel Macron a un rôle. En tout cas, des puissances veulent le voir jouer un rôle. Je citais la façon dont il avait été présenté à Jeffrey Epstein. Je signale, donc c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est-à-dire ne pas attendre 2027 en se disant de toute façon il ne peut pas se représenter. Oui. Et le fruit va tomber de l'arbre. Je cite juste un exemple. Par exemple, Didier Lallemand. Il y a aucun arrêté au journal officiel, mais par exemple Didier Lallemand, qui est celui qui a maté, ce préfet, qui avait maté les gilets jaunes Mhm. pour le compte du régime, passe aujourd'hui ses journées à Ballard, c'est-à-dire au siège de l'état-major des armées, puisqu'il a été chargé par Emmanuel Macron de préparer en cas de conflit de haute intensité la coordination entre les administrations civiles et militaires. Vous voyez, on en est là. Sans compter les innombrables postes de la République qui sont en train d'être verrouillés. Alors l'exemple le plus connu, ça a été évidemment Amélie de Montchalin à la Cour des comptes. Oui. Mais Richard Ferrand a précédé au Conseil constitutionnel. Il est là pour 9 ans. Emmanuel Moulin, Oui. qui devrait prendre la présidence de la Banque de France. Marc Guillaume, qui était tombé dans l'affaire Duhamel, puisqu'il était secrétaire général du gouvernement, tombé dans l'affaire Duhamel, pressenti à la vice-présidence du Conseil d'État. Oui, ça semble une affaire bien qui se construit pour pas pour abandonner les postes. Voilà, ça, c'est clair, Éric ouais. Dupond-Moretti, pressenti pour être défenseur des droits. Enfin, il y a tout un tas Mm. de nominations. Aujourd'hui, quand vous lisez le bulletin quotidien Oui. ou journal officiel, ce genre de choses, il est très clair, et valse des préfets, etc., etc. Il est très clair que, à minima, Macron verrouille Ah. les postes clés Oui. de l'État alors c'est présenté comme ça, en cas d'arrivée du RN au pouvoir, mais le pouvoir, c'est précisément qu'on on ne remet pas le dentifrice dans le tube. Donc ils feront tout
pour qu'il n'y ait pas d'alternance. Alors, et ce sera pas forcément Édouard Philippe, hein. Il y a vraiment, là, en plus, la constitution de la Ve République, je suis pas constitutionnaliste, mais offre quand même des possibilités très larges pour contourner le processus démocratique. Et honnêtement, Emmanuel Macron est assez peu respectueux, contrairement par exemple à François Hollande, disons-le, qui lui était un homme de la Troisième République et vraiment le président du Conseil général de Corrèze. Alors que Emmanuel Macron, lui, il a vraiment beaucoup plus cette vocation de dictateur. Et d'ailleurs, on voit très bien dans les éléments de langage qui sont distillés, est-ce que Jean Castex sera le Medvedev de Macron? Donc là, en fait, quand on distille des éléments de langage comme ça à la presse, c'est-à-dire qu'en fait, on est en train de nous dire, nous sommes dans un régime illibéral, puisque le Medvedev de Macron, ça veut dire C'est Poutine, hein. Oui. Macron, Macron, c'est voilà, Poutine. c'est Oui. comment Poutine avait contourné le fait qu'il ne pouvait pas faire plus de 2 mandats. Donc en fait, en marche, en fait, derrière l'opération Macron, il faut bien comprendre que c'est une application du système russe en France, mais non pas du système russe, mais du système russe tel que les élites françaises le perçoivent. C'est-à-dire un dirigeant, une prédation oligarchique et un État profond pour mettre la population au pas, que ce soit le FSB en Russie et les réseaux que je viens d'écrire avec comme exemple paroxystique Didier l'Allemand. Alors, Voilà. oui. Donc en fait, Oui. c'est ça le macronisme. C'est une transposition de Russie unie, c'est-à-dire un parti fantoche, hein, c'est du fonctionnement politique et économique russe tel que les élites françaises le perçoivent. Je dis pas que c'est la même chose, c'est tel qu'elles le perçoivent. Et d'où ce tout est permis. C'est ça qu'il faut comprendre. D'où ce tout est permis et ces éléments de langage exposés, qui nous sont exposés. C'est-à-dire le Medvedev, Jean Castex pourrait être le Medvedev Oui, puis alors c'est quand même de pas... Macron. Oui. Voilà. Non, mais on voit, c'est tellement grotesque. Jean Castex, enfin, tout le monde a oublié. C'est Oui. comme Jean-Marc Ayrault, hein, qui a été Premier ministre, mais plus personne ne s'en rappelle. Jean Castex, c'était une espèce d'ectoplasme invraisemblable, hein, on le porterait à la présidence de la République, ça montre bien, mais le caractère, enfin, je veux dire, il se croit tout permis. Oui. Mais je pense que le problème qu'ils ont, c'est que l'opération Medvedev-Poutine se faisait dans un contexte complètement différent, avec un parti Russie Unie qui était effectivement un parti hégémonique, qui est un des successeurs, hein, de ce qu'était le PCUS, ou le successeur d'ailleurs. Non, là, il s'agit d'autre chose. C'est-à-dire que je pense que ces techniques, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas se permettre, tu viens de le dire, une alternance, quelle qu'elle soit, parce qu'il y aura reddition de compte. La rage et la haine de ce système est telle que, hein, donc on a matraqué les gilets jaunes, on a encadré la population dans une dystopie autoritaire invraisemblable à l'occasion du Covid. Enfin, tout ça fait que ce pays est en voie de fascisation. Ça, c'est, enfin, de fascisation. Attention, hein, c'est pas le fascisme de l'entre-deux-guerres. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Il y a deux solutions. Soit ils font élire, c'est plutôt ma thèse, ils font élire grâce à tous les moyens dont ils disposent, ils font élire qui ils veulent, une marionnette, hein, qui ensuite, pourquoi pas, nommerait Emmanuel Macron Premier ministre. Hein, il ne peut pas faire de mandat en attendant de revenir 5 ans plus tard. Hein, ce serait l'opération Medvedev-Poutine. Soit il n'arrive pas à tout maîtriser à l'occasion de ce scrutin présidentiel, et ils ont mis en place tout un dispositif qui rendra impossible l'exercice du pouvoir par celui qui serait élu à ce moment-là. Impossible, il sera trop encadré, ce sera trop difficile, la moindre initiative sera suivie et puis il se retrouvera effectivement devant les tribunaux très rapidement. Tout son système s'entend, hein, puisque lui, s'il y avait un candidat qui ne leur convenait pas, qui devenait président de la République, il serait quand même protégé par l'immunité présidentielle. Mais je pense que le système, soit on met une marionnette, soit si on n'arrive pas à mettre une marionnette, ce que tu as dit avec toutes ces nominations, avec tout cet encadrement et le sacré état de droit, hein, on empêchera l'exercice du pouvoir politique par celui dont on ne voulait pas. C'est extraordinairement dangereux.
Alors, en tout cas, on voit déjà ces choses se dessiner. J'ai encore une question. J'aimerais bien avoir votre interprétation des faits. On a déjà eu Régis sur ce sujet, mais ça vaut le coup de le reprendre, surtout qu'il est question du PNF. Je sais que c'est son chouchou, le PNF. C'est cette tentative de perquisition menée par la brigade financière anticorruption de la police judiciaire de Paris à l'Élysée, qui a été refusée par les services de la présidence de la République, vous savez, sur l'enquête sur les cérémonies au Panthéon. Il se trouve que les appareils de Bruno Roger Petit ont quand même été livrés lors de cette tentative de perquisition, mais au moins après il y a eu des remises de matériel. Et là c'est intéressant aussi parce que Bruno Roger Petit est quand même proche au moins de Brigitte Macron, Xavier Poussard. Alors, c'est une affaire qui concerne en fait des possibles surfacturations sur ce qu'on appelle les panthéonisations, qui sont devenues ces espèces de cérémonies Républicaine. républicaines, dégoulinantes. Enfin non, mais Ouais. c'est vraiment, c'est très problématique, quoi. C'est-à-dire que un régime qui s'effondre produit ces mythes avec en même temps, parce qu'il faut s'en mettre plein les poches, des possibles surfacturations. Et donc le grand Manitou des panthéonisations, c'est un ancien journaliste sportif d'ailleurs, puisqu'il était à Europe 1 Sport, qui s'appelle Bruno Roger Petit, et qui a été très proche de Perdriel et qui s'est mis dans la roue de Macron jusqu'à être nommé, il me semble, au départ porte-parole de la Porte-parole. présidence de la Ouais, République. tout à fait. Et en fait, il est dégradé au moment de l'affaire Benalla puisqu'il y a un énorme couac de communication. Et Oui. là, il se planque Non, il devient comme conseiller mémoire, oui, c'est ça. conseiller mémoire, d'où les panthéonisations, dans l'aile Madame. C'est-à-dire qu'en fait, Brigitte Macron a ce bureau. Enfin, j'invite les auditeurs à aller voir la décoration dans l'aile Madame, et vous avez un petit escalier. Vous arrivez au bureau de Bruno Roger Petit, qui est devenu au fil du temps à la fois le confident de Brigitte Macron et une courroie de transmission essentiellement avec les médias du groupe Bolloré, à tel point qu'on craint quand même à l'Élysée que une fois le quinquennat terminé, une fois Macron parti du pouvoir, Bruno Roger Petit se mette à écrire, c'est-à-dire sur le modèle effectivement des verbatim de Jacques Attali, et balancer, surtout que il a un peu cette, enfin il résisterait pas, disons. Or, si la perquisition a été refusée à l'Élysée dans le cadre de cette enquête sur les Juste, pardon, je suis désolée, mais là, vous avez quand même dit un autre élément. Je sais que c'est pas directement notre sujet, mais une courroie de communication pour les réseaux Bolloré, juste pour les réseaux Bolloré. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il se passe quoi? Non, mais c'est très public, c'est-à-dire qu'en fait, il a été, Régis pourra revenir dessus, chroniqueur chez Pascal Praud jusqu'à son arrivée à l'Élysée, et la presse s'est fait souvent écho que c'était lui qui jouait l'intermédiaire quand il y avait des propos qui ne plaisaient pas à l'Élysée chez Pascal Praud, faisant le lien avec Geoffroy Lejeune, allant un déjeuner, je crois, avec Marion Maréchal avait été rapporté par la presse. Enfin voilà, il joue ce rôle-là parce que c'est quelqu'un, disons, qui peut arrondir les angles, on va dire. Donc dans le cadre de cette enquête, l'appartement de Bruno Roger Petit, c'est-à-dire que si les enquêteurs n'ont pas pu entrer à l'Élysée, l'appartement de Bruno Roger Petit a bel et bien été perquisitionné, et son téléphone et ses ordinateurs ont bel et bien été saisis. Alors, qu'est-ce que vont trouver les magistrats? Qu'est-ce qu'ils cherchaient d'abord? Voilà, qu'est-ce qu'ils cherchaient précisément? Qu'est-ce qui potentiellement peuvent-ils trouver? Disons que sur ce flanc-là, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais j'ai toujours senti dans le personnage de Bruno Roger Petit, et Régis pourra peut-être conclure là-dessus, une sorte de destin historique malgré lui, quoi. L'homme qu'on n'attendait pas. Enfin, non, mais c'est un personnage étrange, c'est-à-dire l'importance qu'il a pris dans le régime, d'où il vient, etc. Enfin, c'est une sacrée anomalie. Il y a un sujet, comme on dit. Alors, Régis, est-ce que vous voulez en dire un peu plus sur Bruno Roger Petit et sur la perquisition, le PNF qui joue un rôle? Alors, parce que nous, on avait déjà tenté de comprendre ce rôle du PNF. Est-ce que c'était contre son camp? Est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que c'était de la communication? Alors, allez-y.
Concernant Bruno Roger Petit, moi je l'ai un peu fréquenté, pas mal sur les réseaux, assez sympa, on s'entendait pas mal, et puis jusqu'au jour où j'ai eu une conversation avec lui. Vous savez, bon, en ce qui concerne le coup d'État de 2017, quelle est ma position? J'ai écrit un bouquin de 600 pages pour expliquer sa partie judiciaire, mais je connaissais mal, au-delà de la lecture du livre de Stemelen, Opération Macron, ou d'Andevelde, Le Grand Manipulateur, je pensais que c'était une opération qui avait été montée un peu en amont, mais qu'il y avait essentiellement, c'était le judiciaire qui avait permis de l'amener au pouvoir. Et puis, au fur et à mesure, j'ai compris un certain nombre de choses, et en particulier, c'est assez rigolo, une conversation que j'ai eue avec Bruno Roger Petit, qui était un espèce de personnage, je veux pas interlope, mais bon, on n'était pas en altitude avec Bruno Roger Petit, intrigant, etc. Et on avait eu une conversation bien longtemps avant l'élection présidentielle, au moment où Macron s'était à peu près déclaré. Il avait quitté le ministère de l'économie pour faire sa campagne, et on avait dans cette discussion, et moi, à partir de mon expérience de toutes les élections présidentielles, je considérais qu'il y avait très peu de chances pour qu'il soit élu. Je me rappelais que Raymond Barre devait être président, que Balladur devait être président, enfin, qu'il y en avait un certain nombre comme ça qui s'étaient cassé la figure. Et il avait été, mais totalement affirmatif, et ça m'avait un peu troublé. Je m'étais dit, mais il prend ses désirs pour des réalités. Or, c'est lui qui avait raison. En fait, il était dans le complot en amont, et il savait très bien les moyens qui avaient été mis en œuvre. Et donc, c'était quelqu'un qui jouait un certain rôle, pas un rôle majeur, mais enfin quand même, hein, il arrive à l'Élysée, c'est dans le sein des saints quand même. Hein. Et puis après, ces histoires des panthéonisations, c'était quelque chose d'important. D'abord pour récupérer des sous, hein, et puis aussi parce que ça participait de cette installation d'Emmanuel Macron qui les a multipliés. Hein. Quand c'était pas des panthéonisations, c'était des oui, mais alors Régis, expliquez-nous cette enquête. Mondo, oui. Dans la cour des Invalides, enfin, c'est-à-dire absolument n'importe quoi. Alors, sur cette enquête, perquisition, cette image parce qu'il y a quand même une image de la brigade qui arrive devant l'Élysée, ça donne une mauvaise image à l'origine quand même. Et puis l'Élysée qui est fermée. Je l'avais dit lors de nos émissions, police-justice, c'est pour la galerie, ça. Hein, c'est comme Sarkozy va être massacré par la justice, c'est qui permet de dire, vous avez vu comme on est impartiaux, hein, alors même qu'on mais donc là, ils ont quand même cherché des documents chez Bruno Roger Petit. Alors, donc on a l'opération de com pour la galerie, on fait semblant de faire le taf. Et parce qu'on ne vient pas à l'Élysée en sachant qu'on va se faire foutre dehors, si c'est pas pour faire les malins et dire, vous avez vu comme on est impitoyables. D'accord. Mais alors le deuxième degré, là, le côté Bruno Roger Petit, on a quand même récupéré. Petit, je pense que c'est, je sais pas, hein, mais c'est ce que dit Xavier. Bruno Roger Petit, c'est plutôt que il est peut-être considéré comme un peu dangereux. Hein. C'est moins pour se donner du biscuit, hein, contre Macron, plutôt que, parce que venant du PNF, c'est impossible, c'est absolument impossible, mais c'est plutôt pour le mettre sous surveillance, récupérer, pour voir avec qui il communique, qui sont ses contacts, quel type d'échange il a, ça me semble précieux pour justement gérer l'après. Moi, je verrais les choses comme ça. Oui, c'est mais ça. En même temps, bon, on n'est pas à l'abri, mais je pense qu'il est relativement en danger même. On n'est pas à l'abri de François Durand de Grossouvre, ce genre de destin, quoi. Bon, après, c'est rapporté à Macron, quoi, évidemment. D'accord. Je voulais juste vous proposer, puisque on a fait à peu près le tour là, et on va aller vers la conclusion, de récupérer, tout à l'heure vous en parliez, je trouve que quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est donc la petite enquête corse dont on parlait tout à l'heure, avec ces deux pauvres, ce couple qui a rigolé dans son
dans sa description des impôts en disant nous avons à notre charge et Jean-Michel Trogneux alias Brigitte, etc. Et vous parliez de cet extrait qu'on avait pu voir sur BFM avec je crois que c'est un responsable de com de l'Élysée qui explique que c'est quand même scandaleux, voilà ce qui s'est passé. Brigitte a découvert soudain en ouvrant sa feuille d'impôt qu'on avait usurpé son identité. On va passer cet extrait parce que c'est quand même dingue. Il s'appelle Tristan Baumet, voilà, c'est ça. C'est quand même dingue et c'est grossier, je veux dire, comme mensonge. On sait tous que c'est pas possible. Donc ça vaut le coup d'avoir la source directe de cette information. Allons-y. À l'Élysée, dans le bureau de la Première Dame, c'est une découverte qui a semé un vent de panique. Madame Macron, comme beaucoup de Français, va consulter son espace personnel sur le site impôts.gouv.fr. Elle se connecte et elle voit dans la partie en haut à droite qu'il n'y a pas écrit Brigitte Macron, mais qu'il y a marqué Jean-Michel dit Brigitte Macron. Et donc là, vous avez, au-delà du haut le cœur, vous êtes totalement surpris. Tristan Baumet s'exprime pour la première fois. Il est le directeur de cabinet de Brigitte Macron et son plus proche collaborateur depuis 2017. Je refais la manipulation avec elle, je regarde, effectivement, c'est une partie qui est réservée à votre identifiant, c'est-à-dire votre identité, et c'est une partie que vous ne pouvez pas modifier. Madame Macron porte plainte avec son avocat pour savoir, en fait, pour qu'il y ait une enquête, pour savoir d'où ça vient. Et donc les enquêteurs ont identifié 2 personnes. Et mon réalisateur me disait dans le casque que c'était les mêmes montages sonores un peu qu'une enquête criminelle. C'est assez bien fait, hein, on s'y croirait. Sauf que, et donc voilà, on a la pauvre Brigitte Macron qui découvre qu'on lui a changé son identité par une déclaration d'impôt. Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. C'est du mensonge en direct. Pardon, j'assume là pour le coup. Je sais pas à quel moment vous voulez dire que c'est pas propre pour la responsabilité, mais je le fais. Ce n'est pas possible. Mais c'est le concept d'exhibé caché. C'est comme quand on vous dit Castex sera-t-il le Medvedev de Macron? Alors vous lisez ça parce qu'en fait, comme il y a une gorafisation de l'information, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a beaucoup de mal à savoir quand on lit les news ce qui relève de la parodie et ce qui relève de la vérité. Donc en fait, on est pris dans cette ambiguïté-là. Donc quand on dit Jean Castex sera-t-il le Medvedev de Macron? Bon, bah, en fait, on réagit même plus. Alors qu'en fait, le message est quand même très envoyé. C'est-à-dire, les cocos, on n'est plus en démocratie. Ouais. Hein, et c'est pour ça que je dis, quand on a certaines conversations avec des gens qui vous expliquent que 2027, finalement, le fruit est mûr, ça va tomber de l'arbre, et un tel sera à tel poste, etc. Je dis, regardez ce qui se passe, ils ont déjà tout verrouillé. Ils ont déjà tout verrouillé. Et c'est pour ça que... c'est pour ça qu'il faut rester mobilisé et pas seulement s'appuyer sur l'étranger. Et c'est quand même agréable de savoir que dans une certaine mesure, on a des influenceurs américains de premier plan avec nous, on a des patrons de réseaux sociaux de premier plan avec nous. On n'est pas esselés, Seul, on a des leviers de médiatisation et donc il faut quand même maintenir une pression et pas s'endormir en disant bon bah on est à 1 an de la présidentielle et de toute façon dans 1 an il sera plus là. Ouais, et pour finir aussi et conclure, parce que je vois aussi des réactions qui me disent mais aujourd'hui, pas forcément des gens très, très contents de cette émission, oui c'est très Mac People aujourd'hui. Et là ça m'a fait penser, et c'est intéressant d'ailleurs, pourquoi pas, on peut relever cette remarque. D'abord, bon, il me semble qu'on a quand même beaucoup parlé de procédures judiciaires, au contraire que c'était très technique et précis. D'ailleurs, je vous remercie pour ce travail, Xavier Poussard, et évidemment votre expertise, Régis. Mais je me rappelle d'une remarque que vous me faisiez quand on s'était rencontrés à Milan, Xavier, pour cette interview. D'ailleurs, je vous recommande à tous d'aller la voir. Et vous avez dit, mais l'affaire Brigitte, c'est une affaire qui mêle tout, en fait. En fait, il y a un côté people, il y a un côté ultra judiciaire, presque technique. Il y a un côté, le peuple contre l'élite. Et peut-être même, justement, cette part un peu... je sais pas, de l'homme nouveau dont on parlait tout à l'heure, ou qu'on parlait dans d'autres sujets tout à l'heure, de cette nouvelle forme de religion, de part occulte et de lumière. Enfin, donc il y a tout ça en fait dans l'affaire Brigitte. Et oui, il y a sûrement un côté people aussi, mais pas que. J'aimerais bien vous faire réagir là-dessus.
Ben non, c'est une affaire qui touche à la question de la fabrication, du processus de fabrication des dirigeants de ce qu'on appelle les démocraties libérales avancées. Et ce système-là est à la fois combattu de l'extérieur, mais pas d'ailleurs pas par des ingérences, contrairement à ce qu'on dit, mais parce qu'en fait ce sont des modèles dits illibéraux, c'est-à-dire que ce soit chinois ou russe qui arrivent à plus de résultats, parce qu'en fait on peut avoir des planifications et organiser sans être soumis effectivement aux élections et aux mensonges démocratiques tous les 2 ans. Ou tous les 5 ans, etc., etc. Enfin, permanent en vérité, c'est-à-dire des hommes politiques qui sont systématiquement en campagne, dont on fait croire qu'ils ont le pouvoir alors que le pouvoir est exercé par d'autres. Donc, c'est dire que l'affaire Brigitte c'est une affaire people, c'est de même acabit de dire l'affaire Epstein est une affaire people, quoi. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est une affaire systémique, c'est une affaire d'État. C'est reconnu d'ailleurs des deux côtés de l'Atlantique. Le Télégraphe a fait un article pour expliquer que c'était l'affaire qui expliquait les relations transatlantiques. Derrière, il y a également, sans doute, et on le découvrira plus tard, la vente d'Alstom. Il y a sans doute nos relations complexes avec l'Algérie. C'est quand même pas rien. Et Attendez, mais c'est quoi quel est le lien entre Brigitte Macron et l'Algérie là si vous voulez, il y a cette relation si particulière entre Emmanuel Macron et l'Algérie. Et on sait, quand on a avancé dans la vie de Jean-Michel Trogneux, dont on établit que c'est le nom de naissance de Brigitte Macron, qu'il a effectivement vécu en Algérie. Or, Brigitte Macron avait signifié aux autorités algériennes, ou en tout cas les autorités algériennes nous avaient signifié que Brigitte Macron avait fait ses études en Algérie. Bon, il n'y a pas de Brigitte Trogneux en Algérie, il n'y a que Jean-Michel. Donc on voit que ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un compromat, qu'on est tenu par ce dossier. Des journalistes, mais beaucoup de gens le pensent, et de façon, et en particulier dans certains milieux séfarades issus de l'Algérie française, notamment Paul Amar, qui à chaque fois sur les plateaux de CNews essaye, on voit bien qu'il a envie de balancer le morceau. Mais il est toujours retenu. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle comment on appelle ça, un secret de polichinelle. Donc il y a les relations complexes avec l'Algérie, les relations complexes avec les États-Unis. De toute façon, on ne peut pas avoir à la tête d'un État comme la France de ce rang-là un président qui ne s'appartient pas à ce point-là, parce qu'on n'est pas sur Jacques Chirac qui avait une relation sexuelle avec une hôtesse de l'air qui était un agent du KGB. Je veux dire, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. En gros, c'est du compromat puissance 10 et en Algérie et aux États-Unis. Et sans doute d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, comme le dit d'ailleurs elle-même Brigitte Macron, c'est la risée du monde, c'est une campagne d'humiliation mondiale. Bon si on se sent humilié, soit on s'explique, soit on se retire. Mais on n'en voit pas son neveu expliquer que c'est à cause des réseaux sociaux, parce que Mitterrand, on a su bien après pour sa prostate, quoi. En gros, c'est ça qu'il explique. C'est à cause des réseaux sociaux, parce que Mitterrand, on a su après. Parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, voilà. Donc c'est c'est pas people, c'est une affaire d'État. D'ailleurs, qui est comparée, y compris par des gens qui se présentent comme mes adversaires, comme un dossier historique, puisque je voyais que Christophe Barbier comparait ça à l'affaire Markovic, c'est-à-dire les affaires ayant touché l'épouse de Georges Pompidou, et dans les milieux maçonniques, on compare ça aux libelles pré-révolutionnaires qui visaient Marie-Antoinette. Donc quand on connaît dans les milieux maçonniques l'importance de la Révolution française, c'est vraiment, moi je le prends comme un compliment en tout cas. Régis, vous voulez conclure aussi ? Oui, juste pour deux petites observations. La première, c'est que l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir est un événement assez extraordinaire, parce que il y a la République française, et en particulier depuis 1958, fonctionnait d'une certaine manière. Et là, on a eu non seulement un coup d'État pour mettre à la tête de cette République un homme sorti de nulle part. Quand je dis sorti de nulle part, sur le plan politico-médiatique, et qui a installé à la tête de l'État un véritable gang.
Ça, c'est mon analyse. Donc, effectivement, tout ce qui concerne les fonctionnements, toutes ces contradictions, toutes ces affaires qui sortent sont des révélateurs, expriment ce moment. Ça fait 10 ans qu'on supporte ça. Il suffit de voir l'exaspération et la rage que ce système suscite et celui qui le représente. Ma deuxième observation, c'est que lorsque j'entends les débats, un tel va être candidat, Boris Vallaud est parti, Oui. c'est cette fausse impression. On va régler ce problème insupportable du macronisme au mois d'avril de l'année prochaine, lorsqu'il va quitter le pouvoir. C'est une blague. Oui. C'est une blague. L'élection présidentielle ne sera pas normale. Oui. Elle va être truquée. Mais bien sûr. Parce que ces gens ne peuvent pas se permettre de Mais perdre Marine a le déjà pouvoir. été mise sur le côté et on voit bien déjà que ça commence à sortir les petites impressions qu'il y a des affaires et des casseroles sur son successeur. Il y a plein de Donc, choses. tout est prêt, Il y a tout plein est de prêt, choses. ouais. Disons, la décision c'est extraordinaire. Au-delà de toutes les déclarations, il y en a marre des réseaux, il y en a marre des ingérences étrangères. C'est-à-dire que le président de la République, à ses vœux de fin d'année 2025, nous a dit « Je vais truquer l'élection ». J'interprète son histoire d'ingérence Oui, mais il y en a marre, là, nous, on en a marre. Comment on fait, alors, Ce qui se Régis passe en Europe, etc., on le voit bien, il y a vraiment cette volonté et ils sont d'ores et déjà au travail. L'affaire du harcèlement de Brigitte Macron, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle raconte une magistrature aux ordres pour considérer que critiquer ou se moquer du président de la République, de son épouse, est un crime, enfin pas un crime, un délit, une infraction pénale, et que systématiquement on va vous condamner et vous déclarer inéligible. Cette utilisation désormais systématique de l'inéligibilité, ça se rattache à la disqualification de Marine Le Pen, qui au plan juridique est radicalement illégale et inconstitutionnelle. Mais quand vous dites ça, vous prêchez dans le désert, parce que les gens se disent « Ah oui, mais non, attendez, on va être débarrassé en 2027 du système Macron, et d'ici là, il y en a marre des tous pourris qui prennent de l'argent. » Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, on n'est pas. Ouais, bon. Alors, en tout cas, on ne peut pas attendre de nos élections un changement. On peut toujours informer, c'est ce qu'on fait ici sur Toxin. Vous pouvez relayer, c'est très important. Aussi, d'ailleurs, je merci infiniment. On était extrêmement nombreux là. On va me redonner les chiffres. On était 12 300 en instantané. Ça veut dire déjà 59 000 dans cette matinale en cumulé. Parce que vous savez que je parle toujours d'instantané. D'ailleurs, je ne fais pas comme font d'autres médias alternatifs indépendants qui cumulent, qui donnent les chiffres cumulés et qui donnent les chiffres cumulés avec les autres plateformes alors que ça ne calcule pas du tout de la même façon. On essaye d'avoir des métriques un peu sérieuses ici. Donc non, on ne mettra pas les compteurs de X, de Twitter et de je sais pas quoi en même temps que YouTube. Merci en tout cas infiniment à vous tous. Merci d'avoir suivi toute cette émission. Surtout, continuez d'informer. C'est vraiment important parce que nous, c'est un peu désespérant là, quand vous dites les élections vont être pipées, on n'a rien à faire. Si, informez. Lisez le livre de Xavier Poussard. Lisez le livre de Régis Castelnau. Déjà là, vous avez une bonne base. Ensuite, faites passer cette vidéo autour de vous. Là, vous continuez de diffuser l'information. Et ça donne. Et ensuite, osez le dire haut et fort, ce que vous pensez, votre analyse, etc. C'est très important. Je précise aussi que d'autres auditeurs très gentils, notamment, je crois que c'est une Caroline, je vais retrouver son nom, a fait un don en direct. On en a plusieurs d'ailleurs pendant l'émission. Je crois 20 €. Carole. Grincourt, merci beaucoup Carole Grincourt, sur YouTube un don. Alors c'est très bien, sauf que quand vous faites un don sur YouTube, merci beaucoup en tout cas, et ça nous touche beaucoup, mais quand vous faites un don sur YouTube, YouTube récupère la moitié déjà, donc sachez que c'est toujours mieux d'aller directement nous faire un don sur toxin-media.fr/nous. Au moins, bon, l'État prendra la moitié, ça vous le savez, mais ce sera toujours ça de moins que YouTube en plus qui prend sa part. Donc n'hésitez pas à venir nous aider. Vous le savez, on ne dépend que de vous. On n'a pas de grands financiers, on n'a pas de grands oligarques. C'est aussi ça qui nous permet notre liberté et c'est ça qui permet ce genre d'émission. Donc c'est toxin-media.fr/nous. Merci infiniment à vous, Xavier Poussard. À bientôt pour suivre les prochaines affaires. Je rappelle donc votre livre, Devenir Brigitte, en partenariat avec Candace Owens. Merci à vous, Régis Castelnau. Pareil, votre livre, Une justice politique. Et à demain, voilà, parce qu'on ne se quitte plus. Aux éditions L'Artilleur. Merci à vous tous, chers auditeurs.